Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Boom des ventes, ruée vers les voitures électriques. Vous avez peut-être vu certains de ces gros titres de la presse ces derniers mois. La guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz sont passés par là, tapant les automobilistes au portefeuille au moindre passage à la station-service. Mais au-delà de cette explication extrêmement conjoncturelle, quelles sont les tendances du marché de l'automobile ? Est-il en train de se transformer ? Quelles sont les perspectives pour les véhicules thermiques, électriques ou hybrides rechargeables ? Quels sont les enjeux du marché de l'occasion ? Pour la deuxième année consécutive, l'Institut Mobilité en Transition, une initiative de l'IDRI, a publié début juin un baromètre de l'évolution des véhicules neufs en France et il est bourré d'enseignements décryptés par l'équipe de l'Institut Mobilité en Transition. Entre 2019 et 2025, le nombre de ventes de véhicules neufs a chuté de manière significative alors que les prix, eux, grimpaient. Mais la tendance semble s'inverser pour tout un tas de raisons que va nous expliquer Antoine Trouche. Il est l'un des experts de l'Institut Mobilité en Transition de l'IDRI et il est avec nous. La dynamique du marché des automobiles électriques est-elle enclenchée ? C'est l'objet de cet épisode de Cap sur la transition. C'est parti. Bonjour Antoine. Bonjour. Commençons par cette tendance observée entre 2019 et 2025. Moins de véhicules vendus et des prix en hausse. Est-ce que tu peux d'abord nous décrire ça, ce que vous avez appelé une transformation profonde ? Oui, donc en 2019, qui était une année, par ailleurs, une année assez faste, avant la crise du Covid, on avait à peu près 2,2 millions de véhicules neufs particuliers qui étaient vendus en France. Actuellement, en 2025, l'année qui vient de s'écouler, on n'avait plus que un peu plus de 1,6 million de véhicules neufs qui ont été vendus. Donc c'est une chute énorme, hein. Cette chute, elle a plusieurs déterminants, mais un des principaux déterminants, et donc qu'on documente dans l'étude qu'on vient de publier, c'est que le prix des véhicules neufs a fortement augmenté sur la période. Entre 2019 et 2025, il a augmenté en moyenne de 29%. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, et ce qui est une augmentation qui est très supérieure à l'inflation moyenne ou au niveau de vie moyen. Par ailleurs, en plus de ce prix qui est donc une augmentation du prix catalogue, hein, le prix réel auquel les véhicules sont vendus, hors remise, hors aide et hors malus, par ailleurs, le taux du crédit a augmenté fortement sur la période, à cause des crises qu'on vient de vivre. Et comme les véhicules, ils sont rarement achetés comptant, ils sont achetés avec un crédit ou en leasing, bah ça a encore rajouté au prix des véhicules vendus, ça a augmenté à peu près de 6 points le prix des véhicules vendus. Donc on peut se dire qu'entre l'augmentation du prix catalogue et le prix du crédit, en fait, le prix des véhicules, il a augmenté en moyenne d'à peu près un tiers sur la période. Comment on explique cette augmentation importante, si importante des prix ? Alors ça, c'est quelque chose qu'on a décomposé dans le rapport qu'on a publié en juin. Le premier facteur d'augmentation, c'est l'inflation. L'inflation des prix des matières premières et l'inflation des salaires. Bon, ça, les constructeurs n'ont pas la main dessus, ni les politiques. Le second facteur, c'est l'électrification des véhicules. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, l'électrification des véhicules, c'est pas que le passage aux véhicules 100% électriques. C'est aussi le fait que dans les ventes, il y a de moins en moins de véhicules 100% essence ou diesel, mais de plus en plus des véhicules hybrides non rechargeables, les HEV, qui sont des véhicules qui permettent d'économiser un peu d'essence, ils limitent de 10 à 20% la consommation d'essence, et les véhicules hybrides rechargeables, donc les PHEV. Ça, c'est à l'origine d'à peu près la moitié de l'augmentation des prix sur la période. C'est 13 points d'augmentation des prix sur la période. C'est pas une augmentation des prix qui est très problématique parce que cette augmentation des prix à l'achat, elle est compensée derrière par une baisse des coûts à l'usage. Par contre, ce qui va être problématique, c'est les deux derniers postes d'augmentation des prix. Le premier, c'est l'augmentation de la taille des véhicules. Qui dit véhicule plus gros, dit véhicule plus cher. Et ça, c'est à peu près 6 points d'augmentation des prix sur la période. Les constructeurs ont fait une montée en gamme, quoi. Exactement. Et derrière la montée en gamme, on parle de véhicules plus gros et donc plus chers. Et enfin, il y a une stratégie tarifaire des constructeurs qui a consisté à augmenter le prix des véhicules à véhicules à segment donné. Et donc ça, c'est à l'origine de 3 points de hausse des prix sur la période. Antoine, tu évoques une augmentation des marges des constructeurs, des véhicules plus lourds et donc plus chers. C'était une stratégie, en fait, des constructeurs pour beaucoup. Oui, donc il y a une part de stratégie des constructeurs et il y a une part de contraintes réglementaires. La stratégie constructeur, ça a consisté à augmenter les marges unitaires par véhicule vendu, qui Mmh. était une stratégie délibérée et qui, dans les premières années, a bien fonctionné puisque ça a permis effectivement d'augmenter les marges globales des constructeurs. Mais ça a contribué à entraîner une baisse des ventes qui est très importante, qui fait que ça a posé problème aux constructeurs et donc on parlera après, ça a occasionné des changements de stratégie dans la période récente. Par ailleurs, il y a un impact réglementaire et
qui a entraîné notamment l'électrification des ventes, hein. C'est pour une part lié au fait que les constructeurs proposent des nouveaux produits plus modernes, plus économes à l'usage, mais c'est aussi pour une part importante liée aux normes CO2 qui sont imposées au niveau européen par les constructeurs et qui les obligent à baisser les émissions de gaz à effet de serre des nouveaux véhicules vendus. Et enfin, sur cette baisse de vente dont on parlait auparavant, donc là, on a parlé du facteur augmentation des prix, qui est le facteur majoritaire de baisse des ventes, notamment pour les particuliers. Mais il y a aussi un point très important à garder en tête, c'est que sur la période, ce qui a beaucoup baissé, c'est ce qu'on appelle les ventes tactiques. Les ventes tactiques, c'est très peu connu, mais c'est une part assez importante. C'est à peu près un quart des ventes de véhicules neufs chaque année. Et ça va être des ventes de véhicules qui vont être, par exemple, utilisés par les constructeurs pour servir de démonstration dans les garages, qui vont servir de flotte propre pour les constructeurs, ou qui vont être utilisés par les loueurs courte durée. Ces véhicules-là, c'est des véhicules très particuliers parce qu'ils vont rester très très peu aux mains des constructeurs et ils vont être vendus au bout de 3, 6, 9, 1 an, 6 mois, 1 an, Mmh. derrière sur le marché de l'occasion. Et ces ventes-là, elles ont très fortement diminué parce que c'est 200 000 ventes de moins Mmh. entre 2019 et 2025. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais moins de ventes de voitures neuves, on peut se dire, finalement, c'est moins d'émissions et c'est peut-être souhaitable. Et en fait, c'est une vision évidemment simpliste. Pourquoi c'est un problème, en fait, qu'il y ait moins de ventes de véhicules neufs? Oui, c'est complètement contre-intuitif, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce qui émet des gaz à effet de serre, c'est le parc roulant en circulation. Le parc roulant en circulation, il y a 2 façons de faire, pour qu'il émette moins de gaz à effet de serre. Le premier, c'est qu'il y ait moins de véhicules roulant en circulation. Bon ça, pour le moment, c'est pas ce qu'on voit. Pour le moment, le parc de véhicules en circulation depuis 2019, il continue à augmenter très légèrement et bon, on pense qu'il est en train de se stabiliser. Mais à ce stade, il baisse pas. L'autre moyen de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de ce parc, c'est de l'électrifier. Et si on veut l'électrifier, bah, il faut vendre beaucoup de véhicules neufs électriques, parce que ces véhicules neufs électriques, c'est ceux derrière qui vont remplacer les vieux véhicules et qui vont les sortir petit à petit du marché. Moins de ventes de véhicules particuliers neufs, notamment électriques, qui émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'on va renouveler beaucoup moins vite le parc, qui va vieillir, et donc que les gens, notamment des ménages modestes, ils vont rester coincés dans des vieux véhicules qui vont émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Alors, il y a un phénomène que vous avez pu constater en 2025, le marché semble effectuer un virage. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Le baromètre des prix des véhicules neufs que vous avez produit et publié en partenariat avec, Seaways montre un infléchissement des prix pour l'année 2025. De quel ordre? Oui, ce qu'on a vu, c'est qu'entre 2024 et 2025, on avait un début de baisse de prix, qui est encore léger, hein, mais qui est de 2% entre 2024 et 2025. À quoi est-ce qu'elle est due cette baisse de prix? À 3 phénomènes. Le premier phénomène, c'est que la part de vente de véhicules hybrides rechargeables a baissé. Et en fait, même si c'est peu connu, les véhicules hybrides rechargeables, en moyenne, ils coûtent encore plus cher que des véhicules 100 électriques. Parce que c'est des véhicules qui sont généralement de très grande taille, qui sont très onéreux, très achetés par les flottes d'entreprises qui peuvent se permettre de les acheter. Le second facteur, c'est que, la taille moyenne des véhicules a légèrement baissé. Ça, pareil, c'était la première fois et pourquoi? Bah, parce que comme on a vendu moins de véhicules hybrides rechargeables et que c'est des véhicules qui sont beaucoup plus gros que la moyenne du marché et bah, on a, une taille moyenne des véhicules qui a baissé. Et le troisième facteur, c'est qu'en 2025, on a certains constructeurs qui ont d'ailleurs pris la parole officiellement pour l'annoncer, pour dire qu'ils allaient changer leur stratégie tarifaire. Ils allaient commencer à diminuer leur marge par véhicule. Ça, c'est des déclarations notamment de Stellantis, hein, qui ont été faites dans l'Union européenne. Et on voit que ça a commencé à avoir un effet. Ça a entraîné 0,7 points de baisse de prix de véhicules en moyenne sur la période. Donc la grande question maintenant, c'est de voir à quel point est-ce que cette stratégie va être ou non poursuivie sur 2026 et après. Est-ce que cette évolution profite aux véhicules électriques? Oui, donc on voit que le prix des véhicules électriques, il augmente beaucoup moins vite que le prix des autres véhicules et donc le résultat, c'est qu'en 2025, on avait de l'ordre de 20 des ventes de véhicules particuliers neufs qui étaient électriques, Mmh. ce qui représente une augmentation forte depuis quelques années, hein, parce que même en 2023, on n'était qu'à 12. Dans la période, du coup, la part des ventes de véhicules hybrides rechargeables a commencé à baisser, notamment du côté des flottes d'entreprises, parce qu'il était très acheté par les flottes d'entreprises, donc il est passé de 15 à 10 sur la période. Et on a un effet assez important de disparition des véhicules 100 thermiques. En fait, les véhicules diesel, ils ont Mmh. quasiment disparu à présent. Les véhicules essence, ils sont en chute libre et ils sont en train d'être remplacés et on pense que ça va être quasiment totalement réalisé d'ici 2030 par les véhicules hybrides non rechargeables. Alors, à quoi est dû cet infléchissement, de 2025 que tu viens d'évoquer, infléchissement des prix? Alors, il y a plusieurs facteurs. Sur les véhicules électriques, c'est lié essentiellement aux gains de production, aux baisses des prix des batteries qui permettent de fabriquer des véhicules électriques qui sont de moins en moins chers.
Sur les autres véhicules et notamment sur les hybrides rechargeables, hein, cette baisse dont on parlait, c'est lié à et c'est important de le dire parce que, ça veut dire que c'est possible, c'est lié à des politiques fiscales qui ont été bien dimensionnées et qui ont bien fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Notamment, on a réformé la fiscalité des flottes d'entreprises. Vous avez un système qui s'appelle les avantages en nature, qui consiste pour des entreprises à mettre à disposition des véhicules pour les salariés, d'une façon qui leur permette en fait, d'être plus économiquement avantageux que de leur donner simplement du salaire pour pouvoir, acheter eux-mêmes leurs véhicules, par la suite. Ces avantages en nature, leur mode de fonctionnement a été révisé en 2024-2025, ce qui fait que maintenant, ça ne devient avantageux d'utiliser ce système que pour les véhicules électriques. Premier facteur qui fait que les véhicules hybrides rechargeables ont baissé fortement dans les ventes et donc derrière ont baissé le prix moyen des ventes. Second facteur, on a mis en place ce qui s'appelle la taxe annuelle incitative, qui est un système qui oblige les entreprises, qui les contraint plus fortement, à respecter leur obligation d'achat de véhicules électriques. Et donc pareil, ça a entraîné une baisse des achats de véhicules hybrides rechargeables au profit notamment des véhicules électriques. Et c'est très important parce que les flottes d'entreprises, c'est une part énorme des ventes de voitures. Exactement. Les flottes d'entreprises, c'est une part assez faible du parc en circulation. C'est quelques pourcents du parc en circulation. Mais par contre, c'est une part très importante des achats de véhicules. C'est à peu près, alors les entreprises et les ventes tactiques dont on parlait tout à l'heure, c'est la moitié de l'ensemble des achats de véhicules particuliers neufs. Pourquoi? Parce que les entreprises, elles achètent beaucoup des véhicules particuliers qui sont très récents, très modernes, voilà. Mais elles vont les garder assez peu de temps en fait. Elles vont les garder 3, 4 ans dans ces eaux-là. Et ces véhicules-là derrière, ça devient des véhicules du marché de l'occasion. Donc c'est un levier extrêmement important. Exactement, parce que c'est des véhicules qui vont très rapidement se retrouver à un prix plus accessible derrière pour le marché de l'occasion, donc c'est la très grande majorité des véhicules achetés en France. Je te laisse terminer sur les incitations fiscales dont tu nous parlais. Oui, donc j'ai parlé de la taxe annuelle incitative, de la réforme des avantages en nature, et le dernier facteur, c'est l'évolution des seuils de déclenchement des malus. En France, on paye des malus à l'achat, qui est basé sur les émissions de gaz à effet de serre du véhicule et qui est basé sur la masse des véhicules. Donc Pour le faire... malus CO2 et le malus Et le masse. malus masse, Ok. exactement. Et le mode de calcul du malus masse a changé en 2025 pour les véhicules hybrides rechargeables. Avant 2025, ils n'étaient pas assujettis au malus masse. À partir de 2025, ils l'ont été. Et ça a eu un impact qui a été très important, puisqu'on voit que en moyenne, le poids moyen des véhicules hybrides rechargeables, il a baissé de plus de 100 kilos entre 2024 et 2025. Donc c'est vraiment cet effet combiné de ces trois facteurs, taxe annuelle incitative, avantage en nature, malus assujetti aux hybrides rechargeables, qu'on fait que les ventes de véhicules hybrides rechargeables ont fortement baissé et ça a entraîné une baisse et de la taille des véhicules et du prix des véhicules. Un mot sur ces hybrides rechargeables. En fait, l'usage a montré que ces véhicules n'étaient pas aussi vertueux qu'espéré. Oui, au départ, on pensait que les véhicules hybrides rechargeables, c'est des véhicules qui, certes, n'allaient pas être aussi performants environnementalement que les véhicules électriques, mais qui allaient quand même l'être beaucoup plus que les véhicules thermiques. Et en fait, quand on regarde ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire les données d'usage réel de ces véhicules hybrides rechargeables, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus émetteurs de gaz à effet de serre que ce qu'on espérait initialement. On espérait initialement qu'un véhicule hybride rechargeable, il allait en gros utiliser sa batterie 2 tiers du temps, il allait fonctionner à l'électrique 2 tiers du temps et il allait fonctionner à l'essence à peu près 1 tiers du temps. Et en fait, on voit dans la réalité que c'est plutôt l'inverse. Il va plutôt fonctionner les 2 tiers du temps à l'essence, 1 tiers du temps à l'électrique. Et par ailleurs, quand il fonctionne à l'essence, bah, il fonctionne à l'essence sur un véhicule qui possède une batterie, donc il va être plus lourd qu'un véhicule 100% thermique, et donc il va émettre encore un peu plus à cause de ça. Donc les émissions de gaz à effet de serre des véhicules hybrides rechargeables, c'est un peu une mauvaise surprise sur la voie de la décarbonation. Et donc c'est pour ça que maintenant, la fiscalité cesse d'avantager l'usage de ces véhicules. C'est parce qu'on se rend compte que c'est des gros véhicules, ils sont plus onéreux et que par ailleurs, ils n'apportent pas les bénéfices environnementaux qu'on espérait initialement. Tu nous as parlé des normes, des réglementations en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour les voitures. Ces normes, elles sont appelées à évoluer encore. Oui, donc les normes d'émissions de gaz à effet de serre des véhicules, c'est des normes qui sont imposées aux constructeurs dans l'ensemble de l'Union européenne. Concrètement, chaque année, les constructeurs doivent vendre des véhicules dont les émissions moyennes est un peu plus basse que l'année précédente et il y a des grands paliers en 2025, en 2030 et en 2035. 2035 qui est l'échéance à laquelle il faut qu'il n'y ait plus ou quasiment plus de véhicules autres qu'électriques dans les ventes. Ces normes-là, elles sont très importantes parce que c'est ça qui va faire que les constructeurs, ils vont aller de plus en plus vers les véhicules hybrides non rechargeables, qui émettent un peu moins que des véhicules 100% thermiques, puis des véhicules hybrides rechargeables, puis surtout des véhicules 100% électriques. C'est ça qui a contribué fortement à l'électrification des ventes dont on parlait auparavant. Et du coup, ça pose une grande question autour des véhicules hybrides rechargeables, qui est comment est-ce qu'on compte leurs émissions? Pour le moment, on compte leurs émissions sur la base de ce qu'on pensait initialement, un usage beaucoup plus vertueux que ce qu'il est en réalité.
Comme on s'est rendu compte, et la Commission européenne aussi, qu'ils émettaient beaucoup plus que ce qu'on pensait initialement, on a une révision du mode de comptage de ces émissions qui a déjà commencé à avoir lieu en 2025 et surtout il y a une nouvelle échéance qui est prévue en 2027. Et ça, si il est effectivement mis en place, ce nouveau mode de comptage, ça fait que les véhicules hybrides rechargeables, qui à l'heure actuelle sont plutôt un atout pour passer le palier 2030 des constructeurs, va plutôt devenir un boulet. Parce qu'en fait, ils vont émettre plus que la cible fixée aux constructeurs en 2030. Et donc c'est pour ça qu'il y a actuellement toute une négociation très très forte au niveau européen autour de la mise en place de cette révision du facteur d'utilité, avec notamment des constructeurs allemands qui y sont très très opposés. Parce qu'ils comptent beaucoup sur les véhicules hybrides rechargeables dans leur vente. Est-ce que la fiscalité a aussi changé la donne pour les véhicules électriques, pour les particuliers? Oui, elle a changé la donne de 2 manières. La première manière, c'est qu'on a des aides à l'achat. Donc ça, ces aides à l'achat, c'est ce qui permet de combler l'écart, qui est encore persistant entre le prix d'achat des véhicules électriques et le prix d'achat des véhicules thermiques. Et le second facteur qui est important, c'est une politique qui a été mise en place depuis 2024, le leasing social. Donc c'est une politique qui permet de donner accès à la moitié la plus pauvre de la population à des véhicules électriques, à des prix, des mensualités qui sont très réduites sur des véhicules électriques, disons, de taille raisonnable. Et donc ces 2 politiques-là, ça a eu un impact important non seulement sur l'essor des ventes de véhicules électriques, et ça l'aura encore plus à l'avenir. Et puis surtout, ça a un autre impact qui est très important, c'est que ça a grandement accru l'accès des ménages les plus populaires aux véhicules électriques. Pour avoir un peu un ordre d'idée en tête, à l'heure actuelle, les 40 les plus pauvres, ils n'achètent qu'à peu près 15 des véhicules particuliers neufs. Donc ça, c'est en baisse d'à peu près 10 points depuis 2019. C'est là que les volumes de vente de véhicules particuliers ont été perdus, hein. C'est sur les ménages pauvres qu'achètent moins de véhicules. Les ménageries, ils en achètent toujours autant. Les véhicules électriques, l'année dernière, la moitié la plus pauvre de la population en achetait 40. Et notamment pourquoi? C'est parce que les aides à l'achat sont plus importantes pour les ménages pauvres et à cause du leasing social. Voilà. Donc contrairement aux idées reçues, en fait, le véhicule électrique, il est beaucoup plus distribué dans la population que le reste des véhicules. Quand les Voilà. politiques publiques l'incitent. Exactement, grâce à des politiques fiscales qui ont été bien dimensionnées. Alors, outre ce virage en 2025 que tu viens de nous décrire, Antoine, plus récemment, il y a eu les effets de la guerre au Moyen-Orient, effets très concrets pour chaque citoyen au portefeuille à cause de la hausse brutale des prix du pétrole. Et c'est très très net, les ventes de véhicules électriques se sont envolées ces derniers mois à la faveur, entre guillemets, de la crise du détroit d'Ormuz. Oui, donc la crise du détroit d'Ormuz, ça a occasionné une hausse, brutale des prix du carburant. Et par ailleurs, ce qui est assez important à garder en tête, c'est que, évidemment, on se rend compte que c'est pas la première fois. On a déjà eu des crises en 2022 et donc là, tout le monde se demande et tout le monde, en fait, se rend compte que ces crises-là, elles sont sans doute vouées à se répéter, de façon aléatoire. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'on a eu un boom important des ventes de véhicules électriques. Alors déjà dans les véhicules neufs vendus, je disais l'année dernière, on a à peu près 20 des véhicules particuliers neufs qui étaient électriques. Là, sur les 6 premiers mois de l'année, on est monté à 30. Donc ça a augmenté de 50. C'est énorme, hein, c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Mmh. Et ce qu'on voit aussi qui est encore plus étonnant, et qui est une bonne nouvelle, c'est que ça a aussi occasionné un boom de la vente des véhicules électriques d'occasion. Jusqu'à maintenant, les véhicules électriques d'occasion, c'était un peu un des points noirs de l'essor des véhicules électriques. Parce qu'il y Pourquoi? avait des Parce a que priori, c'est ça? exactement. Le premier a priori qui est très important, c'est que les gens sous-estiment fortement la tenue de la batterie des véhicules électriques dans le temps. Il y a un peu l'idée comme les batteries, c'est des outils, électroniques, ça vieillit plus vite, c'est plus fragile et cetera. En fait, pas du tout. On voit que maintenant, sur les véhicules même qui ont été vendus il y a quelques années, donc qui sont moins performants que les véhicules actuels, la batterie, elle tient plus longtemps que le véhicule en moyenne. Donc la batterie perd beaucoup moins en charge dans le temps que ce qu'on imagine. Voilà une idée reçue évacuée. C'est ça, pour juste avoir une idée en tête, on voit que sur, la moyenne des batteries, au bout de 200 000 kilomètres, la batterie, elle a perdu de l'ordre de 10 de sa charge. Donc elle est très, très largement suffisante pour remplir ce qu'on attend d'elle. Et le second facteur, c'est que, les véhicules électriques, ça progresse très vite. Et donc quand on achète un véhicule, quand on a envie d'acheter un véhicule électrique d'occasion, on se rend compte que pour un peu plus cher, mais pour pas forcément beaucoup plus cher, on peut avoir un véhicule avec beaucoup plus d'autonomie que ce qu'il avait il y a 5 ans et cetera. Et donc ces 2 facteurs fait que, les véhicules électriques d'occasion, ils étaient vraiment très peu vendus et là, avec la crise du détroit d'Ormuz, on a eu un boom des ventes de véhicules électriques d'occasion et les concessions qui étaient un peu embolisées par ces véhicules électriques qu'elles n'arrivaient pas à vendre et là, pour le coup, elles commencent à les vendre beaucoup plus. Et là, le marché de l'occasion, c'est vraiment stratégique pour, que la transition puisse se faire. Oui, parce que on parle beaucoup des véhicules particuliers neufs depuis le début de la conversation, mais en fait, les véhicules particuliers neufs, c'est qu'un véhicule sur
4 ou sur 5 vendus en France. La grande majorité des véhicules, c'est des véhicules d'occasion, puisqu'ils sont moins chers, notamment pour les particuliers. Et donc faire en sorte qu'il y ait des véhicules électriques sur le marché de l'occasion, donc moins chers que neufs parce qu'ils ont déjà été amortis par le premier propriétaire, c'est essentiel parce que c'est là-dessus que la grande majorité des achats de véhicules se fait. C'est ce qui permet de faire en sorte que la mobilité électrique, elle soit pas réservée uniquement aux plus riches ou aux entreprises qui ont la capacité de se les payer. Donc c'est absolument essentiel. Ce qu'on voit, c'est que pour le moment, le prix moyen des véhicules électriques, il évolue dans le bon sens. Parce que d'un côté, le prix des batteries, il baisse et il baisse fortement grâce aux progrès qui sont faits et de l'essor du volume de production, des économies d'échelle associées, et puis des économies d'échelle qui sont faites sur l'ensemble du véhicule électrique hors batterie. Donc ça fait que quand on regarde l'évolution sur les 6 dernières années, en 2019, le prix moyen d'un véhicule électrique pour un segment B, une citadine, petite voiture un peu moyenne utilisée en France, bah, du coup l'écart de prix avec un véhicule thermique, il était de l'ordre de 10 000 euros en moyenne, alors qu'en 2025, cet écart de prix, il n'est plus que de 5 000 euros. Et Et si là, on on est en ajoute les aides à l'achat, voilà, parce que là, c'est hors aide à l'achat. c'est ça. Donc, si on rajoute les aides à l'achat, qui sont à l'heure actuelle de minimum 4 000 euros pour un véhicule qui est fabriqué dans l'Union européenne, bah, du coup, ça veut dire qu'on a quasiment comblé l'écart avec les aides à l'achat. Et quand on est sur un véhicule de segment C, donc un véhicule qui est plutôt un petit véhicule familial, et bah, du coup, là, l'écart, il était de 5 000 euros en 2019, il n'est plus que de 3 000 euros en 2025. Et puis un point important, c'est que là, on parle que du prix à l'achat, hein. Donc derrière, ça n'empêche pas de faire des économies à l'usage, parce que l'usage d'un véhicule électrique est beaucoup plus économe qu'un véhicule thermique. Et à l'entretien. Alors oui, non seulement c'est plus économe à l'usage, donc le coût à l'usage il est à peu près inférieur d'un facteur 2 à 3 entre un véhicule thermique et électrique. Et par ailleurs, contrairement là aussi aux idées reçues, en fait, l'entretien d'un véhicule électrique, il est moins cher qu'un véhicule thermique. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup moins de pièces tournantes dans un véhicule électrique, il y a moins de pièces qui vibrent et donc ils vont s'user moins rapidement. Si je t'entends bien, pour finir, on peut dire que la mobilité électrique est vraiment en marche? Oui, on voit que là, on a vraiment un alignement de plein de facteurs, entre la baisse des prix des véhicules électriques, le fait d'avoir des politiques fiscales qui donnent vraiment un signal clair et des incitations claires qui encouragent les particuliers et les entreprises à passer aux véhicules électriques. Hem, la grande question qui va être maintenant, ça va être de voir à quel point est-ce que ces mesures fiscales vont encourager les constructeurs à proposer des véhicules de taille plus raisonnable. Je parlais de l'écart de prix entre véhicules électriques et véhicules thermiques. Cet écart de prix reste encore très, très élevé pour les plus petits véhicules, les véhicules de segment A. C'est typiquement la Renault Twingo qui est en train d'arriver. Sur ces véhicules de segment A, l'année dernière, on avait un écart de prix qui était encore de l'ordre de 8 000 9 000 euros, donc encore très important. Mmh. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'avait pas beaucoup de véhicules électriques de nouvelle génération qui étaient proposés à un prix plus raisonnable. Donc la grande question, c'est avec typiquement l'arrivée de la Twingo, et puis il y a plein d'autres constructeurs qui sont en train de proposer des modèles de segment A et de les annoncer dans les années à venir. Et à quel point ces véhicules vont arriver rapidement pour faciliter l'accès aux véhicules électriques à l'ensemble de la population. Eh ben, ça sera l'occasion d'un autre épisode pour observer cette évolution en cours. Vous surveillez tout cela de très près avec tes collègues de l'Institut Mobilité en Transition à l'IDRI. Merci beaucoup, Antoine. Merci à toi. Vous pouvez réécouter et partager ce décryptage d'Antoine Trouche sur la transformation du parc automobile français. Cet épisode, comme tous les précédents, est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour mettre ensemble un nouveau cap sur la transition.